Il y a eu une logique, j'allais dire presque implacable, parce que l'image et le son, c'est quand même mon métier depuis longtemps, et la musique de film restait une passion beaucoup plus discographique et personnelle pendant très très longtemps, et à un moment donné, j'ai commis un livre qui s'appelait Musique et compositeurs du cinéma français au début des années 2000, et comme je savais que j'allais rencontrer beaucoup de gens pour ce livre, beaucoup de personnalités et compositeurs et aussi des réalisateurs, puisque j'avais déjà en tête la problématique du dialogue compositeur-réalisateur, je me suis dit, ce serait dommage de ne pas filmer ces interviews. Donc j'ai demandé à tout le monde, ils ont tous accepté, non pas que je vienne avec un magnétophone, mais que je vienne aussi avec une caméra. Et du coup j'ai rencontré beaucoup de gens, mais ce n'était pas destiné à être un documentaire au départ. C'était de me dire, c'est dommage de voir toutes ces grandes personnalités et de ne pas en garder une trace, un documentaire vidéo, et de n'avoir que du son. Donc je me suis servi de ces interviews pour écrire ce livre, et c'est là qu'est venue l'idée, dans le complément, d'imaginer de monter un DVD, en plusieurs épisodes, je crois qu'il y a 5 fois 25 minutes, un truc comme ça, qui est à la fin du livre, qui était spécifiquement consacré à la problématique dialogue impossible, point d'interrogation, entre réalisateur et compositeur. Et à la suite de ça, mais enfin bon, je ne veux pas dire que c'était monté à l'arrache, c'était fait professionnellement, correctement, mais c'était un plus produit, quoi. C'était un complément du livre. Et après, je me suis dit que je m'étais régalé à faire ça, que d'avoir le son, c'était bien, mais d'avoir l'image, c'était encore mieux, et que peut-être je pourrais commencer à réfléchir à des vrais documentaires pour la télévision sur la musique de cinéma, parce que la musique dans un documentaire... est-ce que c'est vraiment cohérent? Est-ce que c'est vraiment passionnant de parler de musique dans un produit vidéo? Tout le monde se posait la question, moi le premier, y compris les gens des chaînes. Voilà. Et il a fallu en faire un. Et c'est là où moi j'étais convaincu que ça pouvait être pertinent. Et quelqu'un m'a fait confiance sur un premier film en me disant « Ok, montre-moi, tente le coup, et on verra bien ». La personne en question, c'est le patron des chaînes thématiques du groupe Canal Ciné-Cinéma, qui sont devenus Ciné Plus maintenant. Et vraiment, je remercie et je rends hommage à Bruno Deloy, qui a été le premier à me dire tente le coup. C'est lui qui m'a fait confiance. En plus, j'avais pas réalisé, j'avais fait des films surtout moi sur les sports mécaniques, pas tellement sur le cinéma, donc j'avais pas prouvé grand-chose. Et c'est lui qui m'a dit écoute, je vais te mettre dans le baptême du feu. Fais-moi un truc autour de Godard. Waouh. Comme j'avais, dans le cadre de ce livre, déjà interviewé Martial Solal, j'avais déjà interviewé Michel Legrand, y compris Gabriel Yared, y compris Antoine Duhamel. Donc j'ai complété avec Colette Delerue et tout ça. Et ça a été mon premier, la problématique du son et de l'image autour de Godard. J'ai pas commencé par le thème le plus facile. Bon, c'était une commande. Et ça a plu à Bruno Deloy. Il a vu qu'effectivement on pouvait, dans un 52 minutes, parler, illustrer et amener de l'information et des témoignages rares, voire inédits, autour de ce thème. Et depuis, on a une belle collaboration ensemble d'un film à peu près tous les 2 ans. Mais alors, Morricone, c'est un truc, moi, qui remonte à très 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 loin. En résumé, imaginez, on est en 74, je crois, j'ai 9 ans, je vais dans un petit cinéma de province à Confolens, une petite ville de 3500 habitants en Charente, dans laquelle j'habitais, voir Peur sur la ville. Et je tombe en arrêt dès la première minute du générique où j'entends et avec cette dissonance tout d'un coup, et j'ai 9 ans et demi, et tout d'un coup je réalise, je l'analyse pas bien à cet âge-là évidemment, mais je réalise que sur des images de Paris la nuit, il y a une musique qui me met mal à l'aise. Pourtant un film, un polar avec Belmondo, hein, ça aurait pu être beaucoup plus consensuel comme musique et beaucoup plus facile, beaucoup plus mélodique. Je réalise que un compositeur, sur des images banales de Paris la nuit, vient de me faire comprendre que je vais voir un film un peu malsain, avec, je ne sais pas encore, qu'il y a Minos et son œil de verre, et qu'il y a des histoires de perversion autour de déviation sexuelle, de tout ça, parce que c'est ça le thème de Peur sur la ville. Hein. Et je viens inconsciemment de comprendre ça en 30 secondes, 1 minute. Je suis allé acheter, c'est le premier disque de musique de film que j'ai acheté, le 33 tours de Peur sur la ville. J'ai écouté toute la musique en long, en large, en travers. Et je n'ai eu de cesse après que d'essayer d'en savoir un petit peu plus sur
sur mais qu'est-ce que c'est la musique de film qui nous apporte des informations qui ne sont pas dans les images? Qu'est-ce que ce compositeur qui est un peu en dehors de l'équipe du film, qui est peut-être venu alors que le film était terminé, et qui m'a parlé aussi fort et aussi vite? Voilà comment est née ma passion de la musique de cinéma, et indirectement donc grâce à Ennio Morricone, puisque c'est le premier qui m'a révélé cette chose-là, et que je n'ai cessé d'approfondir. Et donc j'ai maintenant, je ne sais pas, près de 90 vinyles de lui. Donc il a été vraiment à la base de tout pour moi, et je me suis intéressé au reste, mais il est vraiment le détonateur de tout ça. Et le fil rouge finalement Et le fil rouge, absolument, absolument. Et par la suite, je me suis toujours intéressé à lui un peu plus qu'aux autres, même si Dieu sait s'il y a des compositeurs que j'aime et que j'essaie de connaître en profondeur, mais lui, il y a toujours eu un petit plus, parce que c'est un des meilleurs au monde aussi, parce que c'est un des plus talentueux, des plus originaux, des plus larges, des plus prolifiques, des plus productifs. Et ça a été évident. Et dès que j'interviewais des compositeurs ou des metteurs en scène, surtout des metteurs en scène en l'occurrence, avec Lautner on parlait de Philippe Sard, avec Jacques Perrin on parlait de Bruno Coulet, avec José Giovanni on parlait de François Droubet, avec Labro on parlait de Michel Berger, entre autres, de Michel Colombier surtout. Mais à chaque fois, et je ne savais pas que j'allais faire ce film un jour, ça n'était pas conscient, mais à chaque fois qu'ils avaient collaboré, ne serait-ce qu'une fois avec Morricone, je leur posais la question. Ce qui fait qu'à un moment donné, j'ai fini par me retrouver avec une masse de documents. Bon, avec Francis Giraud, c'était évident qu'on allait en parler, bien sûr, mais c'était pas ma problématique de départ. Je faisais un livre sur le cinéma français, pas sur Ennio Morricone, même s'il avait travaillé en France. Donc j'ai accumulé finalement beaucoup de choses, parce que je me disais, il est là, autant que je lui pose la question, parce que si un jour je fais un truc et qu'il faut que je le revoie, et le fait est que depuis, Alain Corneau nous a quittés, Jacques Deray nous a quittés, José Giovanni nous a quittés, Francis Giraud nous a quittés, et j'aurais voulu faire ce film il y a 2 ans, je me serais retrouvé avec des grands absents, alors que là, ils m'ont offert des témoignages et des anecdotes qui sont grandiose, franchement, sur ce qu'ils ont vécu avec lui. Et un jour, à Cannes, à l'initiative, c'était quelques mois avant son concert du Palais des Congrès, à l'initiative du Fonds d'Action SACEM, d'Alexandra Norambuena-Skira, qui avait organisé un concert en marge du Festival de Cannes avec plusieurs compositeurs de mémoire. Il y avait Francis Lay, il y avait Frédéric De Vries, il y avait Ennio Morricone, il y avait Antoine Duhamel, il y avait Alexandre Desplat, qui chacun venait faire 2-3 morceaux de films dont ils avaient composé la musique et qui avaient été présentés à Cannes. Ça avait été une soirée merveilleuse. Ennio était là. Et il se trouve que je connaissais le producteur, Xavier Garneau, qui allait produire son concert du Palais des Congrès. Et quand j'ai su qu'il était là, j'ai demandé l'autorisation de filmer la répétition, de filmer un petit peu le concert, mais toujours sans savoir à quoi ça me servirait. Mais parce que je ne pouvais pas passer à côté de ça, quoi. J'aurais perdu un bras si j'avais été là, me croiser les bras sans filmer quelque chose alors qu'on me donnait l'autorisation. Et là, ce matin-là, la veille du concert, j'étais chez moi à Cannes devant tous mes disques, tous mes vinyles, et je me dis, mais et si je demandais l'impossible, un entretien avec Ennio Morricone? Xavier, et merci Xavier, a été un merveilleux avocat. J'ai rencontré l'agent de Morricone. Il m'a dit, mais vous voulez lui demander quoi? Et j'ai dit, son souvenir du cinéma français et des réalisateurs français avec lesquels il a travaillé. Mais j'ai eu l'idée le matin. Et j'avais mon caméraman qui était là, Bertrand, et il me dit, bon, ça pourrait l'amuser, ok, un quart d'heure. Vous avez un quart d'heure. On est allé au Palm Beach, dans le bureau du patron du Palm Beach, et j'avais un quart d'heure. Ce diable de Morricone m'a tendu des pièges dans l'interview. C'est-à-dire qu'à certains moments, et je suis convaincu que ce n'était pas parce qu'il avait des trous de mémoire, de temps en temps, il faisait semblant de plus se souvenir d'un truc pour voir si je suivais la conversation et si j'étais capable de répondre. Parce que je ne peux pas imaginer qu'il ait oublié le nom de Philippe Labro ou qu'il ait oublié le nom de Espion lève-toi ou de certains grands films. Il me disait, mais ho dimenticato il titolo. Et je lui disais, Espion lève-toi. C'est ça. Et j'ai gardé dans le film, un peu. Il me tendait des pièges pour voir. Et je suis certain que si je n'avais pas été à même de répondre,
il m'aurait dit ciao ragazzo, et finito, et on aurait terminé le truc. Et quelque chose, je crois qu'un bon contact est passé entre nous. On a tourné 45 minutes d'interview au lieu de 15. Ce qui fait que on a abordé, bah oui, un peu tous les aspects, Lautner, Labro, la cage aux folles, Molinaro, Verneuil. Et il a senti que vraiment j'étais passionné. Et puis surtout, il m'a fait toute la structure du film. Et on comprend dans ce documentaire en fait les travaux pour lesquels il est le plus fier. On arrive quand même à déceler à un moment donné qu'il a une attention particulière pour Yves Boisset par exemple. Oui, ce qui n'était pas évident d'ailleurs au départ, parce que ce sont des musiques pas toujours très faciles. La partition de l'attentat est une partition exigeante, très intellectuelle, très approfondie. D'ailleurs, je ne vais pas dire là, il faudra regarder le film, et il explique dans le film comment il a imaginé la musique de l'attentat. Même Yves Boisset explique d'où est venue la musique d'Espion Lève-toi après, en l'occurrence une démarche proche de la partition d'Enquête sur un citoyen au-dessus de tout soupçon. Et oui, ils se sont bien entendus, et c'est formidable quand même quand on rencontre les gens qui ont été à l'origine de la chose. C'est-à-dire qu'un témoignage est formidable quand il vient de ceux qui ont vécu, qui ont travaillé, qui ont conçu les choses. Et quand on passe des journées à discuter avec Boisset, avec Philippe Labro, avec Jacques Perrin, avec Georges Lautner, avec Jacques Deray, avec José Giovanni, avec Édouard Molinaro, et qui vous racontent comment se sont faites les choses, comment ils les ont ressenties, quand Francis Giraud raconte la démarche intellectuelle d'Ennio Morricone face à Romy Schneider pour La banquière ou le trio infernal, en laissant supposer très nettement que Morricone était extrêmement sensible au charme de Romy Schneider, et que finalement il faisait presque plus la musique pour Romy Schneider que pour Francis Giraud, soyons clairs. On comprend que le thème de La banquière soit aussi beau, parce que ça ressemble presque à une déclaration d'amour. Le violon déchirant du thème va avec le film. Mais je crois que ça va au-delà, c'est voilà madame ce que j'ai écrit pour vous. Enfin, le questionnement de Bruno Deloy à l'époque, c'est comment Perrault va bien pouvoir me faire un film qui ne soit pas 52 minutes de bavardage pour parler de musique. Comment on va pouvoir en entendre? Parce que la problématique, soyons clairs, est simple. Les extraits de films, ça coûte cher. Même sur des chaînes du câble, ça coûte très cher. Il y a une problématique de production, ce sont des petits budgets. Donc, il faut être passionné et se dire qu'on va tout mettre dans l'image, qu'on ne va rien gagner là-dedans. Et je peux vous dire que 100% du budget du film a été mis dans la production pour avoir un maximum d'extraits, parce que la musique, il faut l'image avec. Et surtout, quand les réalisateurs parlent d'une scène, si on ne voit pas la scène, je ne vois pas l'intérêt. Donc, le but, c'est de tout donner et de faire en sorte qu'il y ait un maximum d'images. Et le film est très très illustré.